Mesdames, messieurs, bonsoir pour cette soirée de jeudi qui est déjà l'avant-dernière de ce colloque Wright pour la science dans sa 21e édition qui se déroule toute la semaine à l'Université de Genève. Merci d'être venus nombreuses ce soir à l'université. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Si vous étiez déjà présent au début de la semaine, vous me connaissez déjà. Je suis journaliste scientifique, mon nom est Sarah Serondada et j'ai l'immense plaisir d'être avec vous toute cette semaine jusqu'à demain encore pour animer les discussions. Bon, vous connaissez maintenant le principe. Chaque soir, nous accueillons un ou une scientifique de haut niveau pour nous accompagner dans ce voyage à travers les symétries de l'univers. Et ce soir, il sera bien question de l'univers de A à Z, du Big Bang, mais également des grandes questions en suspens, comme l'évolution et le devenir de notre univers, et ces grands mystères comme l'accélération de l'expansion, la matière noire, l'énergie noire. Et pour nous en parler, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Edmund Copeland. Il est professeur à l'Université de physique de Nottingham au Royaume-Uni. Mais avant de l'accueillir et de l'écouter, je vais vous donner quelques petits rappels pratiques que vous connaissez peut-être si vous étiez déjà là, mais que je vais quand même vous rappeler. La soirée se déroule en 2 temps. D'abord, l'exposé scientifique du professeur Copeland, qui va durer environ 40 minutes, puis un panel pour les discussions, où le professeur Copeland sera rejoint par 2 autres conférenciers des autres soirs de cette semaine, que je vous présenterai tout à l'heure. Cela permettra d'élargir un petit peu les discussions et de répondre à vos questions. Là aussi, ça va durer environ 40 minutes. Et je vous rappelle que vous avez 2 façons de poser vos questions. La première dans la salle, en nous faisant signe pour avoir un des micros qui va circuler. N'hésitez bien à bien lever la main bien haut pour que je puisse vous voir. Ou à distance, en passant par la plateforme Slido et par le QR code qui s'affiche juste derrière moi. Vous pouvez poser vos questions pendant la conférence, sans attendre, si vous passez par la plateforme numérique. Petit rappel aussi, dans les 2 cas, vous pouvez vous poser vos questions en anglais ou en français, puisque la conférence de ce soir va se dérouler en anglais. Elles seront traduites dans les petits casques que vous avez pu prendre à l'entrée tout à l'heure. Petit rappel pratique à ce sujet, merci de ne pas monter le volume de vos casques trop fort pour ne pas gêner vos voisins. Merci également de bien vouloir éteindre vos téléphones ou les mettre en silencieux par respect pour les conférenciers, pour pas que ça sonne pendant la conférence. Merci beaucoup. Et avant d'inviter sur scène l'orateur de ce soir, je voudrais donner la parole à Camille Bonvin, cosmologiste et professeur de physique à l'Université de Genève et membre du comité scientifique de la Fondation Wright, qui va nous présenter et inviter sur scène le professeur Copeland. Merci beaucoup Camille. Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e journée des colloques Wright. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le prof Edmund Copeland. Donc Ed a obtenu son doctorat en 1985 à l'université de Newcastle et il a travaillé ensuite à différents endroits. Il a travaillé à l'Imperial College à Londres, au Fermilab aux États-Unis et puis il a ensuite été professeur à l'université de Sussex et il est maintenant professeur à l'université de Nottingham. Et Ed fait partie de ces scientifiques incroyables qui font avancer la recherche et laissent leur marque dans des domaines extrêmement divers, avec beaucoup de talent. Il a travaillé par exemple sur la théorie des cordes, sur l'inflation, mais il a aussi travaillé sur les ondes gravitationnelles, qui sont ces petites déformations de l'espace-temps qui se propagent dans l'univers. Il a travaillé sur l'énergie sombre, qui constitue peut-être 70% du contenu de l'univers, mais aussi sur la matière noire, qui constitue très probablement 25% du contenu de l'univers. Et il a travaillé aussi sur les trous noirs et sur les théories de gravitation modifiées, au-delà de la théorie d'Einstein. Et dans tous ces domaines très divers et très vastes, il a eu un impact décisif. Et il a supervisé et guidé de nombreuses générations d'étudiants. Et en fait, souvent, avec mon groupe de recherche, on fait des recherches pour avoir une information dans un domaine particulier et on tombe sur un article scientifique d'Ed qui a posé les fondements dans ce domaine.
Donc Ed a eu pour sa recherche de nombreuses distinctions et supports. Par exemple, en 2013, il a gagné la Riley Medal pour son travail sur la théorie des cordes. En plus de cette recherche extrêmement vaste et de pointe, Ed est aussi, comme vous allez le voir, un communicateur exceptionnel. Il a en fait une chaîne YouTube qui s'appelle 60 Symbols, qui est vraiment incroyable et qui parle un peu de tout. Et j'avais envie ce soir, pour vous allécher un petit peu, de vous citer certains des titres de ces vidéos, comme par exemple « Où sont les trous blancs ?», la fameuse bourde d'Einstein, l'énergie sombre et le grand déchirement, mais aussi « Qu'est-ce qui rend un physicien confus ? Est-ce que Brian Cox avait tort ? Quel est mon physicien préféré ?» Cette chaîne YouTube, c'est vraiment un bijou de science qui reflète l'incroyable connaissance d'Ed dans des domaines extrêmement variés. Et tout à l'heure, avant de venir, j'ai regardé les statistiques de cette chaîne YouTube et j'ai vu qu'il y avait 888 000 inscrits. Donc pour une chaîne qui parle de sciences fondamentales, je pense que c'est quand même assez fou. Et puis, il y avait 404 vidéos. Alors certains d'entre vous vont peut-être voir une symétrie cachée dans ces chiffres. Ce soir, Ed va nous parler de cosmologie, et je ne crois pas que durant cette semaine, on a déjà donné la définition de ce qu'est la cosmologie. La cosmologie, c'est l'étude de l'univers. C'est un petit peu différent de l'astrophysique qui étudie les phénomènes dans l'univers, alors que la cosmologie s'intéresse aux propriétés de l'univers dans son ensemble. Et en fait, le début de la cosmologie moderne est intimement lié avec Einstein lui-même. Parce que depuis Einstein, on a une théorie, la théorie de la relativité générale, qui nous permet de décrire l'univers. Pas seulement les objets dans l'univers, mais l'univers lui-même comme une entité qui évolue. Donc ce soir, Ed va nous parler de l'histoire de cet univers. Et quand on étudie l'histoire d'un pays, l'histoire d'une personne, on aime bien parler des événements importants, curieux, bouleversants, qui se sont passés dans leur passé. Eh bien, Ed va faire exactement pareil, mais pour l'univers. Il va nous dévoiler tous les petits et les grands secrets de l'univers. Donc, merci d'accueillir chaleureusement le professeur Ed Copeland sur la scène. Okay. Wow. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Merci d'être venu. J'espère que vous vous amuserez. C'est ce qu'il y a de plus important. Je tiens également à remercier Camille. Et il faut savoir qu'elle est une cosmologue émérite. Je tiens également à remercier les interprètes, dit monsieur le professeur. Je me demande vraiment comment ils arrivent à traduire tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent en anglais, et j'espère qu'ils pourront aussi traduire suffisamment bien en français pour vous. Aujourd'hui, je vais tenter de vous partager quelques idées concernant l'univers. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Et pour les plus jeunes parmi nous, parce que dans le fond, je me sens jeune, il y a toujours beaucoup à faire. Et cette photo que vous voyez là est probablement la première photo de l'univers. C'est l'équivalent d'une photo qu'on prendrait d'une personne qui a 100 ans lorsqu'elle avait un jour, lorsqu'elle était un jour après sa naissance. C'est le moment de la formation des premiers atomes dans l'univers. Notre univers a à peu près 13,8 milliards d'années, et ces atomes ont été formés lorsque l'univers avait 380 000 ans. Et à ce moment-là, les radiations dans l'univers, les photons, ont pu commencer à se propager en ondes. Et ils s'en sont allés pendant 13,4 milliards d'années. Et en 2009, ils sont arrivés dans les détecteurs du satellite Planck. Ce satellite était dans les cieux et faisait des recherches et a vu ces radiations et a pris
la température de ces radiations. Sur cette image, vous voyez des petits points rouges et des petits points bleus. Et je voudrais que vous gardiez une image mentale de la taille de ces points, car on en reparlera. Ces points représentent de toutes petites augmentations de température. Il y a une base de 2,7 Kelvin. Alors c'est très très froid dans l'univers. La glace, l'eau gèle à 0 degré Celsius. Et ici, ce satellite a détecté à 2,7 Kelvin. Ce que vous voyez donc, ce sont des toutes petites fluctuations au-dessus et en deçà de ce point de référence de 2,7 Kelvin. Les points bleus et les points rouges sont des augmentations et de diminution de 1/10 millième de Kelvin. D'accord? Et c'est pourquoi des structures se forment dans l'univers. C'est pourquoi vous êtes ici. D'accord? Vous allez voir, on va s'amuser en essayant de comprendre tout cela. Allez, allons-y. Alors ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais tenter de vous convaincre du fait qu'il y a un lien entre ces événements qui se sont produits pendant les premières fractions de seconde de l'univers et l'univers que nous voyons aujourd'hui aux plus grandes échelles. Je vais essayer de tout connecter. Les événements bien avant la première seconde ont laissé une empreinte dans l'univers quelques 13,8 milliards d'années plus tard. Lorsque vous sortez dans la rue, et oui, bon, ces derniers jours ont été plutôt nuageux, mais lorsque le ciel est dégagé et que vous regardez les galaxies au loin, n'oubliez pas que ce que vous voyez, c'est une empreinte digitale du tout début de l'univers. Alors ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est une imagination débordante. Tant que vous avez cela, tout va bien se passer. Il y a beaucoup d'échelles dans notre univers, alors tentons d'utiliser des choses que nous savons, et ensuite on ira vers le plus grand, et ensuite vers le plus petit. Ici, la photo la plus iconique de la planète. Le lever de la Terre pris depuis l'Apollo 8 le 24 décembre 1968. C'est un instantané de la Terre, et j'aime cette réflexion. La plupart parmi nous étions sur cette photo, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être qu'on est de l'autre côté de la Terre, mais on était quand même là. Et donc je vous montre ça pour qu'on puisse parler d'échelle. La Terre fait quelques 12 000 kilomètres de diamètre. Et elle est en orbite autour du Soleil. Et le Soleil a un diamètre de quelques 1,5 million de kilomètres. La Terre 12 000, le Soleil 1,5 million. Et puis la distance typique, disons, entre la Terre et le Soleil est de 150 millions de kilomètres. Et ces chiffres sont si grands qu'alors on doit utiliser de nouvelles unités. Et là, on parle d'une unité astronomique. La distance typique entre la Terre et le Soleil, c'est une unité astronomique. Le Soleil fait partie du système solaire. Et j'ai sorti ce graphique pour vous le montrer. Alors, j'ai peur que mes blagues ne fonctionnent pas toujours lorsqu'elles seront traduites en français, mais je vous rassure, je n'ai pas dessiné ça. Mon système solaire avait Pluton. Et dans ma tête, dans mon système solaire, il y a toujours Pluton. Et la taille typique du système solaire, la distance entre le Soleil et Pluton, la distance moyenne est de 5,9 milliards de kilomètres. Donc 1000 millions de kilomètres, soit 14 unités astronomiques, comme on l'avait dit. 40, pardon. Et on parlait plutôt de cette semaine d'une mission spatiale qui était au fin fond de l'univers, justement. Notre étoile, qui nous protège, est une étoile dans cette galaxie. Et notre galaxie est la Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie en forme de spirale.
Alors on ne peut pas aller au-dessus, et c'est pourquoi ici on voit la galaxie Whirlpool. À gauche, vous voyez la Voie lactée. Et nous vivons à la limite d'une de ces spirales. Le diamètre typique d'une galaxie, et là on parle de chiffres énormes, est de 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière voyage en une année. La lumière voyage à une vitesse de 300 millions de mètres par seconde. Donc, ici, en un an, on a ce diamètre, et oui, 100 000 années-lumière pour le diamètre de notre galaxie, soit 10 trillions de kilomètres. Et elle contient à peu près 200 trillions d'autres étoiles, milliards d'autres étoiles. Et le fait est que personne n'a jamais compté 200 milliards d'autres étoiles. 1, 2, 3, 4. Ah non, 1, 2. Vous imaginez? On utilise des modèles sur base de ce que l'on peut observer autour de nous. Et c'est un élément qu'on utilisera lorsqu'on essayera de comprendre notre modèle. L'univers est rempli de galaxies. Et ici, cela vient du télescope JWST qui a été lancé il y a à peu près un an. Et il analyse jusqu'à il y a 13,4 milliards d'années. C'est le point le plus reculé que l'on puisse voir de l'univers. Et il y a plusieurs choses que je voudrais souligner ici. Vous voyez les parties un peu argentées? Là où il y a toutes ces lignes, eh bien, ce sont des étoiles. Mais ne vous en souciez pas. Regardez plutôt les clusters, les ensembles un petit peu argentés. C'est des galaxies rassemblées, les unes à côté des autres. Et lorsqu'elles sont rassemblées, c'est des amas. Et la lumière les traverse de galaxies distantes. Et alors, de là, il y a une courbure dans la lumière. Et cela crée ces images. Est-ce que vous voyez des arcs? Vous voyez ces arcs en orange? Ce sont des galaxies distantes également, vues par ces lentilles. Et dans ces arcs, on peut voir des étoiles. C'est juste époustouflant de pouvoir faire cela. C'est ainsi que nous allons tester la présence de la matière sombre avec la distribution de ces arcs, parce que avec une distribution, on peut reconstruire ce que doit être la matière autour de ces amas de galaxies. Vous me suivez? Cette lumière que vous voyez a voyagé pendant à peu près 13,4 milliards d'années. Et c'est en infrarouge, parce que l'univers s'étend. Et donc, lorsque la lumière a quitté ces galaxies distantes, c'était peut-être optique, mais alors que l'univers s'est étendu, on a une onde, une longueur d'onde qui s'étend au fur et à mesure. Et alors, de facto, on passe dans le spectre des rouges et des infrarouges. On passe du rouge qu'on peut voir à l'infrarouge qu'on ne peut plus voir. Et c'est pourquoi ce télescope est essentiel pour nous qui nous intéressons au début de l'univers. Car cela veut dire que la lumière qui a été émise au début de l'univers peut être captée, car ce télescope capte les infrarouges. Alors l'univers semble être rempli de matière, mais en réalité, l'univers est gigantesque, il est énorme. Et je voudrais vous donner une idée de la densité de la matière dans l'univers. Et je me suis demandé, mais comment je vais faire ça? Si vous prenez un grain de riz, parce que toutes et tous, vous avez déjà eu un grain de riz, ou même fait tomber des grains de riz par terre, n'est-ce pas? Prenez un grain de riz. Vous voyez, vous sentez cette densité de grain de riz. Donc la densité, vous savez ce que c'est, la densité d'un grain de riz. Demandez-vous quel volume il faut avoir pour que ce grain de riz soit représentant de l'univers dans sa totalité. Eh bien, la taille de la Terre. Le grain de riz, à lui tout seul,
représente toute la matière qu'il y a dans tout l'univers si l'univers avait la taille de la Terre. L'univers est donc plutôt vide. Et donc, il est très important de comprendre comment les structures s'entremêlent pour éviter que les galaxies ne s'écroulent. Nous avons essayé de comprendre notre univers. Je viens de vous expliquer ce à quoi il ressemble et on essaye de comprendre ce qu'il est. Et évidemment, on utilise ce génie, Albert Einstein, et ses théories pour aller de l'avant. En 1915, il a publié sa théorie générale de la relativité. Et Jean-Philippe, nous avons eu la chance de l'entendre, il nous en a parlé. Mais il y a un point important par rapport à cette époque. En 1915, il connaissait la Voie lactée, il pouvait la voir, car on peut voir les étoiles, on peut voir la ceinture d'Orion, on peut voir tous ces ensembles d'étoiles. Mais il ne connaissait pas les galaxies. Les gens, à l'époque, ne savaient pas qu'il y avait d'autres galaxies. Ils pouvaient voir des nébuleuses, ils pouvaient voir des choses un peu floues, mais ils ne savaient pas ce que c'était. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que quelques années plus tard, après sa publication de sa théorie générale de la relativité, deux physiciens, Alexandre Friedman et Georges Lemaître, se sont rendus compte du fait que lorsqu'on appliquait cette théorie à la cosmologie, ces équations d'Einstein nous montraient que soit l'univers était en extension, devenait plus grand, ou était en phase de contraction, mais que l'univers n'était pas statique. Et cela n'a pas vraiment plu à Einstein. À vrai dire, il a dit à Lemaître, « Vos calculs sont corrects, mais votre physique est atroce. » Autrement dit, vos résultats sont peut-être là, mais grand bien vous fasse. Pourquoi pensait-il cela? Eh bien, parce qu'en voyant les cieux, il ne voyait pas une extension, il y avait toujours des positions relatives identiques. Et donc, il a fait quelque chose de crucial à l'époque. Il a ajouté un terme à son équation. Il avait le droit de le faire. Cela satisfaisait toutes les symétries requises par les équations qui existaient, et il a ajouté la constante cosmologique. Et ce terme impliquait que l'univers soit courbé, et ainsi l'univers a été perçu de façon statique. Il s'est dit, ok, voilà, c'est bon, l'univers est maintenant à nouveau statique, mais Eddington a souligné que sa solution était instable. Et cela m'émerveille. Nous travaillons tous dans ce domaine et nous essayons de résoudre des questions relatives à des systèmes dynamiques qui évoluent et on trouve une solution stable. On se demande, lorsqu'on a cette solution statique, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment stable? Et si j'essaie de perturber le système, est-ce que cela revient à un résultat stable ou est-ce que cela part en vrille? Et Einstein doit avoir joué avec cela, j'en suis sûr. Il a dû dire, ça ne me plaît pas trop ça. Mais ensuite, il a peut-être fait l'autruche, et s'il ne l'a pas fait, alors je ne comprends pas. Parce qu'on parle quand même du scientifique le plus brillant de son ère. Et d'ailleurs, ça fait même partie des problèmes cosmologiques qui doivent être abordés lors des formations chez nous. Et en juin de 1930, il est allé à Nottingham pour donner un cours. Et il se posait probablement des questions par rapport à cela. Et son épouse devait tout payer à l'époque. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et il a donné son cours à Nottingham en allemand. Et personne à Nottingham ne faisait de la physique ni de la mathématique. Et il a fait ses présentations des plus techniques. Mais quelqu'un s'est rendu compte du fait qu'avoir ce tableau noir, cela pouvait être utile, et donc il l'a signé. Donc si vous allez à l'université de Nottingham, vous pouvez voir un tableau noir qui a été signé par Einstein avec toutes ses équations. En 1929, Edwin Hubble a répondu à l'équation et à la question. Il a utilisé un télescope qui lui a permis d'aller suffisamment dans l'univers et de voir que les galaxies distantes s'éloignaient de nous. Et cela a permis de corroborer
l'équation de Lemaitre et de démontrer qu'en effet, l'univers était en expansion et Einstein l'a alors cru. La vélocité est proportionnelle à la séparation. Et donc, si on a une séparation double, on a une vélocité dans la séparation qui est double également. Et cela correspond au calcul de Lemaitre. Et donc, c'est pourquoi on parle ici de la loi de Hubble. Alors, tout cela marque les débuts de la cosmologie observationnelle moderne. Nous avions un univers qui contenait des radiations qui venaient donc de tous les objets qui émettent de la lumière. Nous avions un univers qui contient de la matière, vous et moi. Et lorsqu'on résout l'équation d'Einstein, l'univers doit alors s'étendre et ralentir. La gravité, ça peut faire mal. La gravité, ça fait toujours mal. Et donc, l'univers ralentit. Moi, je me souviens, lorsque j'étais un doctorant en 85, j'entendais ces présentations qui disaient que tout était cohérent, tout était de formation et que l'univers était en décélération. Mais ensuite, nous sommes dans le monde des sciences et nous repoussons toujours les limites. Nous essayons toujours de voir si les théories peuvent survivre aux expériences. Et donc, il y a un groupe d'astronomes qui s'est penché sur les très grandes échelles, sur les galaxies, sur les distributions angulaires, la fonction des distributions angulaires, la corrélation, voir comment les galaxies dans les cieux se positionnent les unes par rapport aux autres. Et lorsqu'ils ont essayé d'analyser ces données avec le modèle d'un univers où la matière serait dominante, eh bien, cela n'a pas fonctionné. Et les gens se sont alors rendus compte du fait qu'il faudrait peut-être ces constantes cosmologiques à nouveau. Et en 92, en 92, un ami, Stathieu, a écrit un article où il a proposé qu'il y ait une constante cosmologique. La plupart ont ignoré cela, certains ont écouté, la plupart ont ignoré, mais en 1998, deux groupes d'observateurs ont analysé des supernovas à distance, donc une supernova, c'est une étoile qui explose, et il y a notamment celles de type 1A. Peu importe où elles sont dans l'univers, on pense que c'est la même physique qui engendre ces explosions. Et cela nous donne donc une chandelle de référence, si vous voulez. On sait qu'on peut faire confiance à ce qui se passe et on sait quelle quantité de lumière a été émise de base. Et donc, si on comprend ces chandelles, on peut voir justement la luminosité de l'objet et cela nous donne une idée de la distance de l'objet. Et donc, on avait une échelle de distance par rapport à la supernova. Et ensuite, on peut toujours mesurer la vélocité avec la transition dans les rouges de la lumière. Et vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une frayeur sur la départementale lorsque je me suis fait dépasser par un camion de pompiers et qui a eu cette sirène qui a fait pip, 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 de plus en plus vite et ensuite de très distant. Mais c'est exactement la même chose avec les objets. Lorsque les objets sont de plus en plus loin de vous, eh bien, les rouges font la même chose que cette sirène de camion de pompiers. Et donc, on voyait qu'il y avait quelque chose de tout à fait linéaire avec les rouges et cette petite déviation en aval. Et cela témoigne du fait que l'univers 1 accélère et que 2, il y a cette constante cosmologique. Donc, avant de rentrer dans plus de détails par rapport à cette accélération, eh bien, il faut dire que nous ne savons pas la cause. Et dans ce cas, nous utilisons le terme noir. Donc, on parle d'énergie noire, parce qu'on ne comprend pas l'accélération, on ne connaît pas la matière, donc on appelle cela la matière noire. Mais vous et moi savons ce que veut dire 5%, n'est-ce pas? Bon, je rappelle que les choses se passent à une échelle minuscule. Alors, vous avez déjà vu ceci pour ceux qui étaient là hier avec Yasmine lors de son incroyable présentation. Nous avons donc le modèle standard. Le modèle standard, donc effet de quarks, qui
sont faits de protons, de neutrons et de leptons, et le plus connu est l'électron. Et nous avons également des particules incroyables qui sont les neutrinos. Elles sont émises par le Soleil. Le Soleil déverse des neutrinos. Si vous regardez votre ongle de pouce, vous voyez qu'il y en a plein qui arrivent sur votre pouce par seconde. Parce que vous vous grattez peut-être un petit peu, ou peut-être que ce sont des neutrinos. Ils n'interagissent pas. C'est ça la vérité. Ils n'interagissent pas très bien, ils passent à travers vous. Mais c'est un domaine d'étude incroyablement intéressant. Et c'est ce qui fait que l'astronomie nous intéresse et nous épate de plus en plus. Nous avons 3 générations ici, donc le vert, le rouge, le bleu. Pourquoi? Pourquoi 3? Mais parce que nous sommes faits de haut en bas, nous n'avons que besoin d'une génération. Pourquoi les autres existent? Juste comme ça? Non, elles sont vitales également. Mais elles ne jouent pas un rôle aussi important dans notre quotidien. Nous ne savons pas pourquoi il y a 3 générations. Pourquoi pas 4? Nous savons les masses des particules, nous les savons très bien. C'est pour ça que nous avons ce modèle standard qui est incroyable comme référence. Mais nous n'avons pas pu prédire les masses relatives des particules. Nous ne savons pas pourquoi elles ont ces masses. Mais avec les masses de ces particules et les particules elles-mêmes, nous avons donc les forces. Et ce sont les forces qui ont été expliquées par Daniel et des propriétés de la symétrie lors de son exposé. Nous avons donc les photons qui expliquent pourquoi nous pouvons nous voir les uns les autres. Nous avons donc les bosons vectoriels qui sont la force faible, qui expliquent le Soleil. Nous avons donc la force forte, les gluons, qui nous ont aussi été expliqués. C'est pour ça que nous n'explosons pas. Nous avons la gravité également, et les gravitons. Et nous n'avons jamais vu de gravitons. Nous pensons qu'ils sont là, c'est de la mécanique quantique, et que c'est une particule de la mécanique quantique qui livre la force de la gravité. Et nous avons enfin les Higgs, qui ont été découverts ici, donc au LHC du CERN, qui fournit la masse, donc à ces particules fondamentales. Et ensuite, bien sûr, l'essence de ce que nous avons entendu hier, c'est que nous avons les antiparticules également. Mais où sont-elles? Heureusement, elles ont disparu. Elles ne sont pas là, sinon nous ne serions pas là non plus. Mais nous avons de grandes questions sans réponse. Alors, pour le Higgs, voilà, c'est une découverte qui a été un événement naturel, découvert à notre porte le 13 mai 2012 à 13h20. Que faisiez-vous? Au LHC, ils ont découvert le Higgs. Le Higgs est formé grâce à la collision des protons et c'est quelque chose qui dure 10 moins 20 secondes. Donc en fait, il ne se manifeste pas du tout. Il est très timide, le Higgs, et ensuite il disparaît. La physique des particules est un vrai puzzle. On a les débris et on doit reconstruire le puzzle et la collision donc. Alors, Camille m'a fait de belles louanges, je n'en ai pas compris, mais j'ai pas tout compris, mais nous sommes venus au CERN et le CERN était fermé. Nous nous sommes organisés pour venir, nous étions très excités, mais nous sommes retrouvés devant des portes fermées, donc nous sommes allés à la montagne pour créer nos propres collisions. Et l'on peut créer des collisions de milliards de protons. C'est très facile, et je vais vous montrer cette expérience. N'écoutez pas, c'est pas important. Vous allez voir l'expérience dans un instant, et vous allez comprendre. Voilà votre expérience de la physique des particules. Que parle-t-on avec ces LHC et compagnie? Donc nous avons les particules, et d'où provient
le premier noyau. Donc l'atome est fait d'un noyau, les électrons qui l'entourent, et le noyau est arrivé, un des éléments les plus légers qui est formé lors des toutes premières secondes. Et nous avons les protons, et la plupart de ce que nous voyons dans l'univers est l'hydrogène. Ensuite, nous avons l'hélium. Donc tout ce qui reste, alors 95% de la matière visible est de l'hydrogène. D'ailleurs, il y a tellement d'hydrogène qui s'est formé les premières minutes que les chances que lorsque vous buvez un verre d'eau, il y a encore de l'hydrogène du Big Bang est possible. Donc si vous trouvez que l'eau est bizarre, eh bien, vous comprendrez pourquoi. Et pour comprendre de ce que nous ont fait, donc les protons, les neutrons, les électrons, cela représente moins de 5% de la densité énergétique totale. Et donc là, je peux partager une photo gratuite de Taylor Swift parce que je l'ai vue à Paris avec ma fille. Et elle est partout, et elle aussi. Elle est faite de 5% de densité énergétique, faite de protons, neutrons et électrons. Ensuite, qu'en est-il des autres éléments, les éléments plus lourds? Donc le carbone, l'oxygène, l'azote, eh bien cela provient des étoiles. Cela provient des étoiles, pas de l'univers précoce. Et donc, vous êtes aussi fait de poussière d'étoiles. Et pour faire de l'or, eh bien, il faut avoir toutes sortes d'étoiles, de poussière d'étoiles, pour que cela soit traité et que cela crée de l'or. Et donc, si vous avez des bagues en or, eh bien, vous avez beaucoup de poussière d'étoiles. J'ai dit que l'univers était plein de radiation, depuis la formation des premiers atomes. Et c'est un isotope magnifique et qui serait le même, qu'il soit provenu de ce côté ou de ce côté du ciel ou de là-haut. C'est en fait exactement la même température avec ces toutes petites fluctuations dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ceci a été mesuré par une expérience incroyable, le satellite COBE, qui a été lancé en 1992 et qui a découvert ce spectre de noir. Et voilà les données qui résultent de cette expérience. Et ce sont des données incroyables, car l'univers nous informe, donc le résultat nous informe que nous baignons dans une radiation qui s'est refroidie alors que l'univers s'est étendu. Donc, et on revient à nos 2,7 Kelvin. Donc, le modèle que nous utilisons, et oui, c'est un modèle, donc le Big Bang, et qui fait plusieurs hypothèses. Donc, à très grande échelle, l'univers est homogène et isotrope. Isotrope, cela veut dire que vous n'êtes pas dans un espace particulier. Donc, si vous faites une tarte aux fruits, par exemple, parfaite, eh bien, tous les fruits sont distribués de façon égale. Maintenant, si moi, je fais une tarte aux fruits, cela ne ressemblera à rien du tout. Les fruits seront tout en bas, tout raplapla. Voilà, est-ce que vous comprenez l'analogie? Si vous prenez donc un gâteau aux fruits, plutôt, eh bien, vous ne saurez pas si les fruits proviennent du haut ou du bas. Voilà l'idée. Donc ensuite, si moi, je pose des conditions initiales, donc des particules qui s'étendent, par exemple, je ne sais pas ce qui a explosé, mais si je mets ces particules, grâce à la théorie d'Einstein, la relativité générale, je sais que l'univers s'étend, que la lumière est faite de noyaux, que nous sommes donc baignés dans cette radiation, dans cette température, et que l'univers est ancien et grand, vaste. 13,8 milliards d'années environ. Mais essentiellement, nous ne savons pas d'où proviennent les structures. Et nous avons besoin de savoir cela. Parce que nous sommes là. Donc, ce que nous pensons, c'est que l'univers n'était pas tout à fait homogène et qu'il y avait des petites vaguelettes. Et ce sont ces petites vaguelettes, sont comme lorsque vous allez dans les Alpes et que vous allez dans une ville et que vous avez l'impression que tout est plat. Eh bien, si vous rapprochez, eh bien, vous voyez qu'il y a des toutes petites vaguelettes. Voilà, c'est
ce genre de vaguelettes que l'on voit dans l'espace-temps. Et lorsque l'on a identifié cela et que l'on a des vaguelettes dans l'espace-temps et dans la matière, eh bien, Sir Isaac Newton va vous expliquer la suite. Je dois parler de lui puisqu'il vient de Nottingham, là où je suis. C'est mon génie local. Et la gravité va tirer, bien sûr. Donc, il y aura la gravité qui va faire étendre, et ensuite, il y aura moins de gravité, moins de force qui tire, et c'est là que vous aurez ce à quoi ressemble la photo que j'ai mis à l'écran. Vous regardez à droite, qui s'appelle le sondage numérique du ciel, ralenti du ciel, de Sloan du ciel, et vous voyez qu'il y a des surfaces qui ont des plus hautes densités de matière, vous voyez, sur les côtés, et en fait, il s'agit d'une empreinte de ces fluctuations initiales. Et qu'est-ce qui les a causées? Donc, ces espèces d'ondulations. Eh bien, nous pensons que cela s'est passé tout au début avec l'inflation. C'est une inflation, donc la période pendant laquelle notre univers a grandi de façon exponentielle. Et lorsque vous regardez cette photo, vous pensez que l'univers est tout en bas donc de cette photo. La petite zone bleue, qui est minuscule, est tellement petite que la lumière a pu interagir. Donc tout a pu se rencontrer, les températures ont pu échanger, tout le monde a pu se parler, et tout d'un coup, l'univers a explosé, tout d'un coup, et a cru de façon exponentielle, et a cru donc d'un facteur de, je ne peux plus me relire, 1 milliard, de milliards, en seulement un milliardième de seconde. Voilà. Bon, c'est pour vous donner une idée, bien sûr. Hein. Souvenez-vous qu'il faut une imagination débordante pour comprendre. Et donc, l'effet de ceci, c'est que ce que nous observons aujourd'hui, donc la zone rouge, est magnifiquement plate, isotrope, homogène et a, bien sûr, ces toutes petites ondulations, ces perturbations dont nous avons besoin pour former des structures. Car ce qui est responsable, ça c'est juste une jolie photo, j'essayais de vous montrer que l'inflation fait que l'univers semble très très plat. Si vous êtes à la plage, vous regardez très très loin, vous avez l'impression que tout est plat, alors qu'il y a une courbe. Vous le savez bien, enfin j'espère que vous le savez. Bon, enfin, j'ai pas dit j'espère que vous savez, j'espère que vous en êtes convaincus. Donc, ces fluctuations dans les champs donc, sont responsables de ces tout petits changements. Vous vous souvenez, Daniel a parlé du principe d'incertitude. Eh bien, ce principe d'incertitude veut dire que on ne peut jamais vraiment savoir où quelque chose se situe et sa vélocité à son centre. Donc il y a des fluctuations et c'est cela qui mène aux fluctuations que nous observons dans l'anisotrope, donc l'environnement. Et je vous ai parlé donc, de l'échelle 10 à moins 30 secondes après le Big Bang. Et ce sont ces choses-là qui déterminent les conditions qui mènent aux espaces plus chauds et plus frais dans cet environnement. Et donc je vous montre ça parce que ce sont les données que nous avons qui sont tout à fait pertinentes. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de la surveillance de la taille de ces points. Vous vous souvenez des fluctuations de 1 degré. Et bien voilà la taille type de ces petites zones chaudes et froides que nous avons observées. Et c'est là qu'est toute la puissance. Alors, qu'en est-il de la majorité de la matière? Et c'est ce que l'on voit lorsqu'on pense et qu'on le regarde. Tout cela, on doit utiliser la lumière sous différentes fréquences, intensités, des ondes,
Et nous pouvons donc créer un modèle de l'univers grâce à cela. Nous observons la courbure de la lumière et grâce à cela, nous pouvons déterminer que la matière noire représente 25% de la densité d'énergie requise dans l'univers. Elle n'interagit pas sur le plan électromagnétique, mais sinon elle se comporte comme de la matière. C'est juste qu'on ne peut pas la voir. Et nous pensons qu'elle est là. Combien de temps me reste-t-il? Pardon, est-ce que tout va bien? Oui, oui. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous êtes fatigué? Donc, il ne s'agit pas de matière ordinaire, ce n'est pas vous et moi. Pourquoi pas? Parce que vous et moi échangeons grâce à l'électromagnétisme. Je vous vois, enfin, je ne vous vois pas au fond, hein, parce qu'il y a trop de lumière, mais voilà, la lumière rebondit, et c'est comme cela que nous pouvons échanger grâce à l'électromagnétisme. Donc, la matière noire ne peut pas être ce qui nous constitue, nous. Ça doit être quelque chose d'autre. Et donc, il y a beaucoup d'autres candidats, les actions, les WMP, etc. Et voilà la représentation du zoo de la matière noire, si vous aimez les zoos. Voici l'éventail des masses. Vous voyez qu'à droite, nous parlons de 10-30, et à gauche, on va à 10-21. 10 plus 30 à 10-21, pardon. Et donc, on a une étendue immense de particules qui pourrait être donc la matière noire et sa masse. Et vous voyez qu'il y a donc une brisure, un clivage entre les deux côtés. Et pour comprendre cela, eh bien, ceux qui s'y intéressent, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Alors, je vous ai parlé de ça. Donc, la matière noire, qu'est-ce que nous avons comme preuve? Bon, les galaxies sont en rotation et on peut mesurer la vitesse de cette rotation. Donc, grâce au centre de la galaxie, on peut mesurer donc la rotation d'objets à différentes distances. Maintenant, si l'aspect lumineux de la galaxie est tout ce que nous percevions, eh bien, on penserait que la vélocité augmenterait jusqu'à la limite de la lumière et ensuite diminuerait jusqu'en bas de la courbe. Mais regardez ce qu'il se passe. Les données montrent qu'il y a donc une constante qui augmente même. Donc cela illustre qu'il y a quelque chose d'autre qui est là que l'on ne peut pas voir. Et c'est un astrophysiciste incroyable, Vera Rubin, qui a compris cela. La courbe de rotation des galaxies spirales. Je ne vais pas parler des simulations, je vais parler plutôt des ondes gravitationnelles. C'est un nouveau domaine de la cosmologie, donc c'est une nouvelle frontière. Elles ont été prédites par Einstein dans sa théorie générale de la relativité, donc ce sont des ondes de masse qui, voilà, bougez vos bras comme ça, et vous êtes en train de créer des ondes gravitationnelles. Voilà, vous le faites vous-même. C'est juste qu'elles ne sont pas très intenses. Heureusement, vous ne pouvez pas vraiment les ressentir. Si, d'un autre côté, vous avez donc des trous noirs qui fusionnent, alors là, vous aurez des vraies ondes gravitationnelles, très très fortes. Et c'est cela qu'on a identifié. Donc, Einstein a compris que cela existait, mais il n'a pas pensé qu'on les découvrirait un jour. D'ailleurs, moi non plus, je pensais que c'était trop difficile. Mais en 2015, le consortium LIGO a annoncé la découverte des ondes gravitationnelles grâce à un outil très particulier, donc des espèces de tunnels très longs à 90 degrés dans lesquels rentrent les ondes gravitationnelles. Elles frappent un côté des bras de l'outil et ensuite un autre, et cela modifie la longueur de l'outil. Et c'est cela qui a été identifié et mesuré. Et moi, je pensais que ce n'était pas possible parce que le taux de torsion était à 10-17 mètres. Donc imaginez, le noyau est à mesure 10-15. Donc imaginez, ce sont des fluctuations très 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 minimes qui ont été détectées. Donc c'est une expérience incroyable.
Vous voyez, les trous noirs sont immenses. Nous parlons de 30 et quelques masses qui sont en collision avec les masses de 62, ce qui déverse des masses d'ondes gravitationnelles. Et donc ensuite, elle rentre dans le détecteur et elle le modifie à 10-17 mètres. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Et maintenant, il y en a des centaines. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un univers dont le moteur est l'énergie noire. Nous ne savons pas exactement ce que c'est. Nous pensons que c'est peut-être cette constante cosmologique qui semble être le plus pertinent et le plus exact pour l'instant, mais nous ne voyons pas de regroupement comme la matière. Il y a cette densité constante qui varie très lentement. Mais peut-être qu'il y a un changement très lent avec le temps et c'est ça que nous regardons aujourd'hui. Nous tentons de comprendre et de chercher des preuves que l'énergie noire évolue avec le temps. Il y a des expériences qui sont en cours. Mais surtout, il faut que je dise que c'est un grand problème car les prédictions théoriques de tout cela est simplement une prédiction théorique à 10-100 000 ou 10 120 fois l'observation. Pardon, 10 à 120. 10 exposant 120. Et donc, nous avons le spectre de puissance de l'ajustement ACDM. Et nous avons ce moteur de l'accélération. Souvenez-vous que l'accélération, ce sont des galaxies qui s'écartent l'une de l'autre. Vous savez que lorsque vous conduisez, eh bien, si vous appuyez sur l'accélérateur, vous donnez de l'essence à votre voiture. Donc, cela est la même chose. Vous donnez de l'essence pour que les deux galaxies s'écartent l'une de l'autre. Et ce que nous faisons, c'est que nous faisons des tests pour vérifier la présence d'énergie noire. Nous observons l'évolution pour voir si cette énergie noire évolue avec le temps. Et récemment, nous avons vu cela avec la collaboration DESY qui a peut-être suggéré qu'il y a un changement avec les données supernova dont j'ai parlé, avec les autres données dont j'ai parlé. On intègre cela dans l'énergie noire et ce qui correspond le mieux semble être cela. J'espère que c'est vrai parce que moi j'en ai parlé dans un article. Et donc on pense que l'énergie noire évolue avec le temps. Mais on ne peut pas l'affirmer, bien qu'on le pense très fort. Si l'énergie noire domine, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais vous ne serez pas impacté, ne vous inquiétez pas, on parle de centaines de milliers d'années. Mais les galaxies que nous voyons aujourd'hui s'éloigneront les unes des autres et donc elles quitteront notre champ de vision et ensuite les étoiles s'écarteront les unes des autres, les atomes seront également séparés les uns des autres, etc., etc. Donc espérons que l'énergie noire ne dure pas pour toujours et que nous restons avec la matière que nous connaissons et les radiations qui nous font exister. Alors là, il s'agit de la courbe de temps. Ici, nous parlons de différentes matières, 70% d'énergie noire, 25% de matière noire, 5% de matière ordinaire. Mais je veux vous remercier d'être ici, mais pourquoi est-ce que vous me croyez? Pourquoi est-ce que vous pensez que je peux parler des premières fractions de seconde du Big Bang, ensuite des premiers moments de l'univers, alors que nous ne savons même pas comment notre cerveau prend des décisions, donc à plus petite échelle. Et je vais vous dire pourquoi, et c'est pour la raison suivante. Nous pensons que des structures émergent donc de ces toutes petites fluctuations dont j'ai déjà parlé et dont je reparle. Eh bien, lorsqu'il y a quelque chose qui est fait de ces toutes petites fluctuations, ondulations, on peut comprendre comment ces fluctuations évoluent, parce qu'elles ne sont pas très grandes, ce sont des vaguelettes. Donc, on peut observer qu'elles évoluent
très doucement et grandissent, et c'est cela qu'on peut comprendre, on peut résoudre. Éventuellement, en cosmologie, elles vont commencer à former des galaxies. Mais là, c'est un problème parce que c'est plus linéaire du tout. Et c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Et la formation de galaxies est quelque chose que nous ne comprenons toujours pas dans les détails. Un exemple est le suivant. Nous savons que nous pouvons utiliser les lois de Newton. Nous savons avec certitude qu'il y aura une éclipse solaire en Espagne le 12 août 2026 à Valence, un lieu magnifique. Elle va commencer à 20h32 et 27 secondes et elle terminera à 20h33 et 28 secondes. Nous savons tout ça, donc réservez votre billet, allez-y. Mais malheureusement, vous ne savez pas si vous allez pouvoir la voir, et cela jusqu'à 30 minutes ou même 15 minutes avant, à cause des nuages, bien sûr, à cause de la météo. Et alors, il y aura bien sûr les perturbations des planètes dans l'orbite. Ça, c'est une théorie. Le développement des nuages est bien sûr, comme l'effet papillon, quelque chose qui n'est pas linéaire, qui est complexe. Et c'est chaotique, d'ailleurs. Et donc, voilà l'analogie. Nous sommes dans le régime perturbé. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur Copeland, pour votre présentation. Faire cette explication en 40 minutes n'est pas chose facile, surtout avec tant d'animations et de blagues. Excellent, merci beaucoup et félicitations. J'espère que vous avez été aussi transporté que moi par cet exposé. Maintenant, il est temps pour notre panel. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je souhaite donc inviter à la tribune Yasmine Amis, who is head of the CNRS Research and works at the physics laboratory to Infini Irene Joliot-Curie. And I also want to welcome our colleague from Norwich, our colleague who is going to speak tomorrow, who is professor at the Department of Cell and Development Biology, John Innes Center in Norwich, Enrico Cohen. Thank you very much. And you see that we have turned the lights on again in the room so we can take your questions later on. Thank you. Je vais commencer cette discussion et cette séance questions-réponses immédiatement et je vais poser une première question à Ed. Alors, ce que je retiens de votre présentation, c'est que la matière noire et l'énergie noire sont des choses que nous ne comprenons pas tout à fait. Vous nous avez montré donc cette diapositive avec des idées, des scénarios de ce que pourrait être la matière noire. Vous pouvez peut-être élaborer un petit peu sur les 3 idées que nous avons actuellement ou parler de celles que vous préférez? Merci. Alors, tout d'abord, je crois qu'on parlait de 10 puissance 50. Et donc, à droite, nous avions les particules les plus lourdes. Et nous pensons que les candidats préférés sont les WMP, les WIMP, qui sont faibles, donc elles n'interagissent pas beaucoup et pas du tout de façon électromagnétique, mais par la force faible, comme le nom sont décrits, la force très faible. Donc elles sont très difficiles à trouver. Et un des grands espoirs du LHC était de trouver le Higgs, c'est ce qui a été fait, et de trouver des preuves de la supersymétrie dont a parlé Daniel, donc la relation entre les fermions, donc la matière, les bosons, ceux qui intègrent l'énergie, et ce sont donc des objets naturels que l'on devrait trouver. Mais nous ne les avons pas encore identifiés. Et je pense qu'il était clair que nous pensions
Nous étions convaincus que nous allions trouver quelque chose, mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Que faisons-nous? Nous avons les preuves dans les données. Nous avons donc deux possibilités. Nous pourrions donc modifier la gravité en disant qu'Einstein s'est trompé. Mais nous pourrions penser à d'autres candidats, peut-être les trous noirs, par exemple, les trous noirs de l'univers précoce. Mais nous penchons d'un autre côté vers les particules très très légères et les actions sont des bosons légers. Et souvenez-vous que Daniel nous a expliqué que les phonions ne veulent pas être ensemble, ils ne veulent pas se rapprocher les uns des autres. Donc, si vous avez des fermions, eh bien, il faut qu'ils soient assez gros, car ils vivent l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Les bosons, d'un autre côté, adorent être ensemble. Ils se condensent, ils s'attirent l'un et l'autre. Donc on peut avoir des bosons très très légers qui vont se regrouper pour condenser et donc devenir la matière noire. Et il y a énormément de travail qui se fait sur les actions en ce moment, parce que nous pensons que les actions existent pour une autre raison qui a à faire avec le problème CP en physique, et il y a d'autres théories qui parlent d'action. Donc nous sommes convaincus que les actions existent, mais pour l'instant nous n'avons pas identifié d'action jusqu'à aujourd'hui, mais nous gardons espoir. Voilà donc les trois principales choses à dire. Oui, d'accord, merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais me tourner vers Yasmine. Il pourrait y avoir un lien entre un boson de Higgs spécial, un boson supersymétrique et la matière noire. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer le détecter au CERN ou pas du tout? Et pourquoi? M'entendez-vous? Oui, bien. En effet, dans le cadre des recherches que nous faisons au CERN, et comme je vous l'ai dit hier, on fait ces collisions donc, et on crée plusieurs choses. Nous utilisons des théories pour construire des modèles, et certains de ces modèles prédisent qu'il est possible d'avoir des interactions entre ces candidats de matière noire et ce que l'on connaît déjà de la matière normale. Un exemple, et qui était dans votre transparent, je pense, on parlait de photons sombres noirs, donc le partenaire du photon que vous connaissez, qui vient de la lumière, et donc ce photon sombre parlerait, entre guillemets, au photon normal, et alors il y aurait une décadence, et pour l'heure, on ne l'a pas encore observé, et tant qu'on n'observe pas quelque chose, on met une limite. On dit cela pourrait exister, mais pas au-dessus de ce niveau d'énergie, etc. Et alors ensuite, on retourne au monde théorique pour soit essayer d'améliorer le modèle ou en inventer un autre, etc., etc. Enrico, maintenant. Je suis sûr que vous avez vu le dernier transparent où Ed a demandé comment on pouvait parler du début de l'univers alors qu'on ne comprenait pas vraiment nos propres cerveaux. Vous êtes le biologiste de la salle, alors est-ce que cela fait sens de comparer la complexité des cerveaux et la complexité de l'univers, ou est-ce que là on compare des pommes et des poires ici? C'est une question complexe, mais c'est un sujet complexe. Qu'est-ce qui est plus complexe, le cerveau ou l'univers? Cela dépend de comment on voit les choses. D'une certaine façon, on pourrait dire que tout le monde ici est un produit de l'univers. Nous sommes tous poussière d'étoiles. Nous sommes donc la conséquence directe de l'univers, et donc l'univers est plus compliqué que nous parce qu'il nous contient. D'autre part, notre compréhension de l'univers dépend de nos cerveaux et de l'anti-cerveau qui a été très joliment expliqué aujourd'hui. Et donc, l'univers peut être expliqué grâce à la complexité de notre cerveau. Donc, il y a une question de perspective. Cela étant dit, Ed disait, je pense,
qu'il était possible d'étudier des systèmes très complexes en simplifiant les choses et en utilisant certaines approches telles que les théories de la conservation, préservation. Cela s'applique au cerveau, à l'univers, et c'est absolument fabuleux. On peut faire sens de choses très compliquées en simplifiant. Et in fine, cela reflète les symétries des systèmes que l'on connaît, tient pour acquis. Dans l'astronomie, dans la cosmologie, on peut partir du principe que chaque étoile est similaire à d'autres étoiles. Il y a peut-être certes certaines propriétés, mais on peut simplifier et ce sont là des symétries, des reflets à certains niveaux, je le répète. On peut dire qu'il y a des similarités. On n'est pas obligé de traiter chaque étoile comme étoile individuelle, qu'il y en ait des milliards ou pas, peu importe. Et dans les cerveaux, il y a des neurones et on peut généraliser aussi par rapport au comportement de ces neurones. Cela reflète les symétries. Les symétries se voient dans nos simplifications, mais je ne sais pas si c'est correct par rapport à ce que est d'essayer de dire. Alors, je pense qu'il est mieux de dire que le cerveau est très compliqué, c'est ça que je voulais dire, moi. Et oui, c'est un processus qui est toujours en cours, on continue à aller de l'avant, on continue à apprendre. Il y a plusieurs processus. Moi, j'adore parler des collègues qui font de l'imagerie médicale, qui analysent des cerveaux sans cesse, car là, ils peuvent faire de l'analyse et donc voir les données et cela. Mais ils ne peuvent pas toujours faire de prédictions non plus, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse. Je tourne maintenant vers Camille pour savoir si on a beaucoup de questions qui nous viennent de la plateforme en ligne. On a beaucoup de questions en ligne. Oui. On a beaucoup de questions. On va peut-être commencer par en prendre quelques-unes, peut-être 2 ou 3 à la fois, si on en a plusieurs. D'accord. So the first one is La première, y a-t-il un centre à l'univers? Et comment mouvons-nous? Nous mouvons. Comment bougeons-nous autour de ce centre? Alors, il y a un centre? Non, je rigole, il n'y a pas de centre. Et Daniel avait en réalité très joliment répondu à cette question la dernière fois. Il a souligné que il fallait voir le Big Bang comme un concept mal erroné, mal nommé, pardon, c'est celui qui lui a donné son nom détestait ce terme en réalité. Il avait parlé du Big Bang pour le critiquer, pour faire comme si ça avait décollé. Mais en réalité, c'est un événement qui s'est passé dans le temps et non pas dans l'espace. Et il y a eu cette motion dans le temps, j'insiste, pas dans l'espace. L'espace, c'est infini. Et de facto, donc, cet événement a eu lieu partout. Et donc, il n'y a pas de centre à l'univers. Autre question par rapport aux supernovas. Vous avez dit que vous avez parlé des supernovas qui sont comme des chandelles de référence, mais comment est-ce qu'on peut vous croire? Alors ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît en supernova. Alors, les supernovas de type 1A ont cette propriété qui fait que on a ces étoiles white dwarf, les naines blanches, et comment on dit ça? Il y a un disque autour, et donc il y a cet amas de matière qui se crée au-dessus. Et un théoricien physicien indien remarquable a expliqué que s'il y avait 1,4 masse solaire qui se créait autour, il y aurait explosion, indépendamment de où on est dans l'univers. Tel est notre postulat de base. Et donc, lorsqu'une supernova de type 1A explose, on sait qu'elle fait 1,4 fois la masse du Soleil, et alors, il y a un gros boom. Et on sait alors que la lumière équivaut à 1,4 Soleil. Et alors, on peut détecter la lumière. Et bien entendu, l'intensité de la lumière chute alors qu'elle voyage. Mais lorsqu'on mesure cette quantité de lumière, on peut définir le changement relatif qu'il y a eu. Et alors, on peut calculer la distance. Mais le postulat de base est qu'il n'y a pas de changement. Mais c'est toujours un domaine de recherche actif et on essaye de comprendre s'il y a des effets évolutifs avec ces supernovas de type 1A. Mais à ce que je sache, rien n'a encore été observé de ce genre. Mais je ne suis pas un expert et c'est un domaine en pleine ébullition. Peut-être une troisième, du coup?
Il y a aussi une question sur la matière noire. Comment sait-on que ce n'est pas une autre force de la physique ou une constante qu'on pourrait ajouter? Comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment de la matière noire? Alors, je pense que Daniel et vous en avez parlé. Et nous avons vu cela de façon assez indirecte. Et nous voyons que ce n'est pas elle que l'on voit, mais on voit des conséquences de cette matière noire. Parce que nous savons que cette matière ne peut échapper à la gravité. Ça, c'est ce que nous savons. Ensuite, en fonction des modèles, moi, je vous ai déjà parlé d'un modèle. Ici, nous avons cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vous ai parlé d'un exemple. On peut rajouter des termes dans la théorie, et ces termes, ce sont des bosons. Et donc, on peut voir la matière noire comme une nouvelle interaction avec de nouvelles particules. Et donc, cela pourrait peut-être répondre à votre question. Nous savons que cette matière noire est sensible à la gravité, et tout le reste, nous essayons de le tester avec ces modèles. Est-ce que c'est bien ce que je vous ai dit? Oui, oui. Alors ensuite, il y a autre chose. On peut dire que peut-être on ne comprend pas bien la gravité. Et certains jouent d'ailleurs avec les dynamiques newtoniennes. Et ils parlent de la loi de Newton et ils disent qu'elle est valable jusqu'à un certain point, et ils parlent d'une échelle d'accélération, et ils indiquent qu'ensuite il y a un changement. Ils travaillent de façon empirique, et ils jouent donc avec la loi de la force. Et ensuite, on peut rajouter les baryons. Mais vous vous souvenez de cette courbe de rotation que je vous ai présentée, qui nous vient de Malcolm, dans les années 80? Et oui, cette théorie va très bien avec cette courbe. Mais la cosmologie, elle vous fait voyager dans l'univers de façon historique, vous fait regarder dans le passé. Et donc, oui, correspondre aux courbes de rotation de la galaxie, c'est très bien, mais je vous ai aussi montré ces amas de galaxies. Il faut aussi correspondre à cela. Il faut aussi correspondre à énormément d'autres choses. Il faut correspondre à énormément de choses lorsqu'on a une nouvelle théorie. Et la matière noire, justement, permet de s'aligner à tout cela. Les nouvelles d'autres théories qui ne sont pas peuvent être en adéquation avec certains points, mais pas forcément avec tout pour l'instant. Et donc, c'est ça la recherche. On repousse les limites. Les gens travaillent cela, et j'ai un très bon ami qui travaille là-dessus, advienne que pourra. Mais je dirais que pour l'heure, il y a toujours ce paradigme de la matière noire qui est le plus intéressant. Merci. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Nous pourrions continuer des heures, mais je suis sûr que notre public ici aussi a certainement des questions. Est-ce qu'on a des petites questions dans la salle à poser à nos trois intervenants? Alors, peut-être d'abord ici et ensuite au milieu. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui a fait bouillonner notre imagination. Si je vous ai bien compris, vous avez parlé des petites fluctuations quantiques au début de l'univers qui ont engendré ces énormes galaxies, n'est-ce pas? Ma question est dès lors, qu'est-ce qui a engendré ces premières fluctuations? Alors, elles n'ont pas donné naissance aux galaxies. Mais il y a eu un effet de magnification avec, comme je vous l'ai montré, ces taches rouges et bleues. Et ce sont ça les petites graines. Et ces effets ensuite avec la traction gravitationnelle qui ont créé des amas, des régions. Et donc les fluctuations, je le répète, ont jeté les bases, créé ces petites graines.
Mais ensuite, c'est la matière qui a pu, en effet, s'agglutiner petit à petit. Alors, nous avons un domaine, le champ de Field, avec l'échelle de Field, qui est très intéressant, qui n'a pas de direction, et donc la température est un champ qui peut être utilisé, et on peut dire ce qu'elle est, peu importe 20 degrés Celsius, et peut-être 18 degrés Celsius là-bas, mais on ne peut pas dire que s'il y a 18 degrés ici et 20 degrés là-bas, il y a 20 degrés à tel endroit. Et ces champs de Field ont une énergie interne, des potentiels, et c'est les évolutions des potentiels de haute énergie à faible énergie qui engendrent des fluctuations quantiques. Et donc, dans certaines parties de l'univers, il y a eu des fluctuations vers le haut et dans d'autres vers le bas. Et c'est là alors qu'on a eu ces distorsions dans l'espace-temps. Et ça, c'est donc l'idée de base pour répondre à votre question. Autre question au milieu. Ouais, si on peut donner le micro. Yes. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre incroyable exposé. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce que vous avez dit sur la création de l'univers. Nous pensons tous au Big Bang comme une explosion, mais d'après ce que vous avez dit, ce n'est pas ce que c'est. C'est un terme qui a porté à confusion. Eh bien, effectivement, la façon dont vous le décrivez, c'est que vous pensez à cela comme une explosion et beaucoup d'entre nous pensent que cela part d'un centre, d'un point en fait, qui a explosé. Mais où est le centre de l'univers? Eh bien, l'idée est ce qui suit. Nous ne savons pas ce qui a explosé. Qu'est-ce qui a causé cette émergence de l'univers? Mais nous pensons que c'est peut-être une énergie. Hawking aurait dit que c'est une fluctuation quantique. Il parlait de la fonction de l'onde de l'univers, qui est une façon d'expliquer avec la mécanique quantique comment l'univers a été créé. Donc il dit que c'est une fluctuation quantique qui pouvait être créée à tout moment et que tout d'un coup, l'énergie a fait que l'espace-temps a commencé à grandir et à s'étendre. Donc l'idée est qu'une énergie a été apportée. Nous ne savons pas d'où, aucune idée. C'est un des grands défis de comprendre cela. Et une fois que l'énergie est là, l'espace-temps qui est créé, puisqu'il y a du temps, c'est un instant dans le temps, et cela commence à émerger, à grandir, à croître, et partout et à la même vitesse. Donc on ne part pas d'un point en particulier. Très bien, merci beaucoup. Allez-y. Moi, je vais tenter de parler de quelque chose qui n'est pas du tout de mon domaine. Bon, c'est ce que je fais la plupart du temps. Non, mais bon, moi j'essaye de comprendre ce qu'est le Big Bang, l'étendue de l'univers, alors qu'il n'y a pas de centre, etc. Donc imaginez cet amphithéâtre s'il était donc infiniment grand et qu'il continuait à l'infini. Eh bien, nous sommes là tous dans l'amphithéâtre et tout d'un coup, nous commençons à nous éloigner les uns des autres. Et donc, l'amphithéâtre commence à s'agrandir de plus en plus et vous vous éloignez les uns des autres, vos voisins s'éloignent de vous et c'est ce qui se passe. Mais en fait, cet amphithéâtre est grand à l'infini. Il n'y a pas de centre à ce processus. Tout ce que nous savons, c'est que nous éloignons les uns des autres très très vite et de plus en plus loin et il fait très très chaud. Donc voilà l'image que moi je me fais pour comprendre le Big Bang. Et lorsque cela a eu lieu, eh bien on appelle ça le Big Bang, mais voilà comment je me le représente. Oui, est-ce que cela est une illustration plausible? Ah oui, tout à fait. Incroyable. Eh bien vous voyez Enrico est un émérite. Maintenant, vous pouvez renommer le Big Bang avec un terme beaucoup plus adéquat. Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. Avant de revenir aux questions en ligne, j'ai une question pour vous, Ed. Vous avez parlé donc des ondes gravitationnelles et vous avez parlé de l'impact énorme de cette découverte. Donc, ma question concerne une des hypothèses sur la matière noire que vous avez mentionnée, donc le trou noir primordial.
pourriez-vous nous parler de la possibilité, la potentialité donc de ce trou noir primordial? Alors, lorsque cette découverte a été faite en 2015, pendant l'année, donc ils en ont trouvé d'autres, et chaque fois, c'est quelque chose de remarquable, hein. Personne ne s'attendait à cela. Je crois que l'on peut affirmer cela, que ça a été vraiment une surprise que de trouver des trous noirs si grands. Donc des trous noirs de masse solaire de 30, 40, 50 qui collisionnaient. Et il n'y a pas de mécanisme, et je crois que nous n'avons pas encore défini de mécanisme. Les gens tentent toujours de comprendre comment, pourquoi on a trouvé ces trous noirs dans cet espace. Ils ont trouvé 150 environ. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, proches les uns des autres, dans une zone? Et nous parlons de Kamienowski, qui a fait une hypothèse en quelques semaines, qui disait que peut-être ce que nous voyons sont des trous noirs primordiaux, et leur taille dépend de lorsqu'ils se sont formés dans l'univers. Mais comme je l'ai déjà dit, du point de vue cosmologique, un des grands avantages du CERN, lorsque nous avons donc l'accélérateur de particules, on peut refaire l'expérience plusieurs fois, plein de fois, mais on n'a qu'un univers. Mais l'avantage de l'univers, c'est qu'on peut remonter dans le temps. Donc on peut remonter pour tenter de comprendre les choses. Et lorsque nous avons donc trouvé ces trous noirs, que nous les avons définis comme candidats, eh bien, on a commencé à faire des observations et on s'est dit que cela aurait eu des conséquences en amont. Et peut-être que c'est cela qui nous a apporté la matière noire. Et si l'on redéfinit cela, eh bien, on peut les annihiler. Mais il est très possible que ces trous noirs soient des trous noirs primordiaux. Moi, je passe beaucoup de temps à tenter de comprendre ce phénomène. Merci beaucoup. Quelqu'un demande s'il est nécessaire de fusionner la gravité et la mécanique quantique. Alors, moi, je dirais que lorsque j'ai commencé, c'était la chose à faire. J'étais à Imperial College et je faisais mes études et il y avait encore Abdus Salam, donc avec Weinberg, et c'est lui qui a fusionné donc la force faible, la force électromagnétique. Et Daniel, je crois qu'il en a parlé. Il parlait d'énergie. Si on voit des énergies de plus en plus fortes, on tente d'unifier les forces pour arriver à une description mathématique de toutes les forces. Et même si l'on sait qu'il y a plusieurs forces aujourd'hui, on ne dirait pas que l'électromagnétisme est la même chose que la gravité. Mais l'idée est que, au tout début de l'univers, ces forces étaient unies, étaient fusionnées. Et lorsque j'étais un doctorant, eh bien, c'était l'objectif. Et je crois que c'est toujours un objectif, mais pour beaucoup moins de personnes aujourd'hui. Moi, j'aime bien cette idée, mais je crois qu'elle devient de plus en plus désuète. Je crois qu'elle est moins dogmatique. On n'a plus besoin de démontrer cette unification comme avant. Ensuite, il y a une question sur les neutrinos. Vous avez dit qu'ils n'interagissent pas avec la matière, donc comment sait-on qu'ils existent? Alors, ils le font, mais de façon très faible. Donc, pour tenter d'identifier des neutrinos, ce que l'on tente de faire, c'est d'aller très profond sous la Terre. On construit donc un grand détecteur qui a peut-être de l'eau avec de haute densité, donc avec des hautes densités de noyaux, et on espère que, je crois que c'est très rare, mais qu'un neutrino entrera. Et il doit passer par toutes les roches. Alors, pourquoi dans le sol? C'est parce que on souhaite empêcher les rayons cosmiques, par exemple, d'accéder. Parce qu'on sait ce qu'il se passe avec les rayons cosmiques. Donc, on va très très loin, très profond dans la Terre pour éviter les rayons cosmiques. Lorsqu'ils atteignent le détecteur, eh ben, ils ne sont plus... on ne les ressent plus. Donc, là,
s'il y avait un neutrino, il entrerait, il toucherait le détecteur et ensuite il créerait un tout petit mouvement qui ferait un phonon. Ensuite, il y aurait donc un tout petit peu de liquide et les capteurs capteraient un tout petit peu rayon de lumière. Et vous parliez de ça, hein, Yasmine, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est moi qui l'explique? Vous le faites très bien, continuez. Et en fait, il pourrait donc reconstruire la voie d'où proviennent les neutrinos. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. Il y en a un incroyable en Antarctique qui s'appelle Ice Cube. Ice Cube est donc un forage qui est dans la glace. Il fait 2 ou 3 kilomètres et il y a des détecteurs tout le long de ce trou. Je crois qu'ils sont sur des cordes, les détecteurs. Il y a une grille et c'est profond de 2-3 kilomètres. Et là, ils cherchent des neutrinos qui proviennent du Soleil, qui ont traversé la Terre, et ils peuvent également tenter d'identifier les neutrinos cosmologiques. Les neutrinos nous proviennent de très très loin dans l'univers. Alors ils en voient très très peu, c'est très très rare, mais ils en ont vu. Merci. Oui, une autre, about the expansion of the... Concernant l'expansion de l'univers, qu'est-ce qu'il se passe lorsque l'univers s'étend, grandit? Est-ce qu'il chauffe? Est-ce qu'il se rafraîchit? Alors, je vous ai montré la radiation cosmique et lorsque les atomes se sont formés, les températures étaient très très élevées. Imaginez, vous avez une boîte avec de la radiation dedans. Eh bien, vous doublez la taille de la boîte. Qu'est-ce qui se passe? La radiation, elle se rafraîchit. Et donc, lorsque vous doublez la taille de la boîte une fois encore et encore, eh bien, la température de la radiation diminue. Et donc, alors que l'univers s'étend et qu'il est de plus en plus grand, eh bien, la température de la radiation diminue et donc, ça se rafraîchit alors que l'univers s'étend. Pardon. Et donc, la température est inversement proportionnelle à la taille de l'univers. Deux mains se lèvent dans le public, si vous pouvez. D'abord devant et ensuite derrière. Vous parliez donc du Higgs comme un champ. Nous n'en savons pas beaucoup. Il y a encore des questions par rapport à la gravité. Est-ce que la gravité pourrait également être un champ? Et vous parlez de gravitons, mais est-ce que nous avons identifié des gravitons? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, on pensait à la gravité comme un champ, effectivement. Et dans un monde idéal, eh bien, on pourrait donc quantifier la gravité, juste comme on peut le faire avec les protons. Donc, c'est une théorie extrêmement précise. Nous avons donc un alignement de plusieurs processus, en alignement entre la théorie avec les expériences. Et nous sommes à, je ne sais plus, 10 puissance 13, je ne sais plus. Mais nous aimerions donc les quantifier pour pouvoir comprendre les mécaniques quantiques. Nous l'avons fait pour tous les champs, mais nous n'avons pas encore pu le faire correctement pour la gravité. Et donc, le quanta associé est le graviton. Donc, Newton avait déjà pensé à cela, hein. Donc à la gravité comme un champ. Donc lorsque l'on pense au champ électromagnétique, eh bien, on pense au champ gravitationnel. À l'école, on apprend que le potentiel de gravité crée donc la séparation entre les objets. Merci. Ah, vous n'avez pas fini, pardon. Alors que l'on voit que la lumière est une vague et également des particules, est-ce que cela pourrait être la même chose pour la gravité? Oui, c'est l'idée, effectivement. Oui, on parle de la dualité de la particule des ondes, mais on ne l'a pas encore prouvé. Oui, c'est une autre forme de symétrie, d'ailleurs. Derrière, désolé, ce sera la dernière. Bonsoir. J'avais une question par rapport à l'expansion. Est-ce qu'elle respecte cette théorie de la symétrie de l'univers? Et si tel est le cas... I will translate. No worries. I will translate. You don't have to worry.
Continuez. Alors, si tel est le cas, est-ce qu'on en sait plus sur l'axe de symétrie de l'univers? So the question is about does the expansion plays by the kinetics of the universe. Donc, est-ce que l'expansion suit la cinétique de l'univers? C'est ça votre question? Exactement, oui, Yes, does c'est expansion follows the kinetics, the whole kinetics of the universe? Does the expansion follow the kinetics? Yes, is it the same movement, the same kinetics? S'agit-il du même mouvement We think the expansion is due to Alors, nous pensons que l'expansion est due à l'énergie qui a donc été impulsée dans l'univers. Et cette énergie pourrait se présenter sous différentes formes. Il y a l'énergie donc de la radiation, il y a l'énergie de la matière que nous sommes, l'énergie de la matière noire, et l'énergie de l'énergie sombre également. Et il y a peut-être de l'énergie qui est associée avec la courbe de l'univers. Tout cela contribue de l'énergie et la façon dont l'univers s'étend et grandit dépend de la somme de ces énergies. Et ça s'appelle la théorie de Friedman. Le Friedman que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lui qui a créé donc l'équation et ce qui détermine le taux d'expansion et quelle énergie domine. Et donc très tôt dans l'univers, c'était la radiation. C'est cela qui a dominé. Ensuite, plus tard, cela a diminué et la matière a commencé à dominer et cela a impacté différemment l'extension de l'univers. Et aujourd'hui, la radiation a diminué et c'est l'énergie noire qui est le moteur de l'expansion. Et donc, c'est pour cela que ça accélère, alors qu'avec la radiation et la matière, c'était une décélération. Alors, cela était... C'est comme si il y avait une expansion, mais une expansion plus lente, comme quand vous êtes dans la voiture et que vous freinez. Vous avancez, mais vous freinez. Et aujourd'hui, nous allons dans la même direction, mais nous allons de plus en plus vite, comme si vous accélériez. Donc, la question est, quelle est l'énergie, quelle source d'énergie pousse cela? Est-ce que c'est du diesel, de l'essence, une batterie? Bref, est-ce que vous avez compris? Ça répond à votre question? Merci beaucoup. Avant de terminer, je vais vous poser une toute dernière question. Ed, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des irrégularités dans l'univers précoce, donc avec des vaguelettes. Et d'après ce que l'on voit aujourd'hui dans l'environnement cosmique, pouvons-nous faire une comparaison? Parce que c'est la même chose lorsque vous regardez donc un flocon de neige. Moi, je me demandais si les irrégularités, est-ce qu'elles sont nécessaires pour l'émergence du Big Bang? Sans ces irrégularités, qu'est-ce qui se serait passé? Rien. Si j'ai bien compris, vous demandez comment l'univers peut se structurer et s'étendre. Je vous demande ce qu'il se serait passé si on n'avait pas eu ces petites vaguelettes et ces différences et ces irrégularités. Eh bien, si c'est des différences minimes, il y a une distribution différente des zones plus chaudes et plus fraîches dans l'environnement cosmique. Il y a une distribution différente des galaxies. Maintenant, est-ce que cela a un impact? Eh bien, cela dépend de la statistique de la distribution. Moi, quand je vous ai montré les points rouges et bleus, j'ai oublié de vous préciser que vous ne pouvez pas prédire où ils sont dans le ciel. Ce que vous pouvez prédire, c'est la distribution. Grâce à des statistiques, vous pouvez prédire le nombre ou le taux de zones chaudes et froides dans une région, mais grâce à ou avec ces perturbations, eh bien, vous voyez, ces distributions fluctuent. Mais c'est quelque chose que l'on peut mesurer. Et c'est exactement grâce à cela que l'on peut utiliser cette observation, la distribution des zones chaudes et froides. On compare cela avec les prédictions grâce aux statistiques et on voit s'il y a une constance. Donc il y a beaucoup de modèles d'inflation qui sont
qui s'appliquent, mais il y a beaucoup de modèles qui ne s'appliquent pas, car ils ne sont plus du tout cohérents. Merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour conclure, Yasmine ou Enrico? Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non? Non, je crois qu'il a tout expliqué. Alors, il y a aussi des symétries dans la biologie, et donc on peut peut-être faire certains parallèles entre les irrégularités et les symétries au tout début, avec l'embryon. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez des analogies ou pas? Alors, je vous en parlerai demain. C'est une très bonne petite publicité pour vous inciter à venir demain. On pourra parler de la relation entre les symétries de l'univers et les symétries dans la biologie. Merci beaucoup. Il est 8 heures et donc veuillez applaudir comme il se doit nos orateurs. Et les interprètes vous souhaitent une très belle soirée. Avant de vous souhaiter une très bonne soirée, j'ai encore deux petites infos, deux petites choses à vous dire. Si vous n'étiez pas là les autres soirs, je vous rappelle qu'on a le spectacle Son et Lumière du Colloque Wright qui se déroule tous les soirs. Et même si vous n'avez pas pu y aller cette semaine, il se déroule jusqu'au 17 novembre au Musée d'Art et d'Histoire. 3 horaires, 18h30, 19h30, 20h30. Ça dure 20 minutes, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Et le deuxième rappel, je crois qu'on l'a déjà fait, le colloque n'est pas fini. Il continue demain à 18h30 avec la conférence du professeur Enrico Cohen, ici présent, qui va nous parler des symétries de la vie, des atomes jusqu'aux orchidées. Donc, s'il vous plaît, revenez, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis une excellente soirée et à demain. Merci beaucoup.